Bonsoir à toutes et tous. Comme de coutume, je vais ouvrir le voix au chapitre numéro Jérôme 12, 11, 10, je sais plus. On compte plus. Avec beaucoup de plaisir enfin, même un immense plaisir d'accueillir Pierre ce soir, qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés, de participer à ce voix au chapitre. À l'école, il y a beaucoup de... On est, je ne sais pas ce que Pierre en pense, mais on est des gens de l'écrit, on écrit beaucoup. On parle aussi beaucoup à l'école. Et je me disais que là, on a une voix avec un E de l'école, voix qu'on a entendue beaucoup sur France Inter. Et on peut peut-être évoquer ce travail-là aussi intense, dont le livre « Quand les dieux rôdaient sur la terre », dont le livre est tiré. Et je me disais qu'on pouvait peut-être, si Jérôme en est d'accord, parce que c'est la cheville ouvrière de voix au chapitre, on pouvait peut-être changer voix au chapitre exceptionnellement et mettre un E à la place du X. Pour toi, Pierre, ça sera ta voix au chapitre ou tes voix au chapitre. En tout cas, je suis extrêmement heureux et je crois que tout le monde l'est ce soir de t'accueillir et de t'entendre. Un immense merci au nom de toute l'école. Il faut attendre, parce que... Merci beaucoup Romain, et merci à vous trois. Donc, comme d'habitude, je fais une petite introduction pour que vous sachiez, bien que vous saviez certainement déjà, mais on ne sait jamais. Une petite présentation des trois collègues. Donc, je vais commencer comme il se doit avec Pierre, Pierre Judet de Lacombe, ici au milieu. Donc, ce sont tous nos collègues, donc tous des collègues ici à l'EHSS. Pierre est aussi directeur de recherche au CNRS et directeur d'études ici. Donc, sa chaire, qu'il a occupée et qu'il occupe encore, s'intitule L'interprétation littéraire, théorie et pratique. C'est un helléniste, donc la Grèce antique. C'est un philologue agrégé de grammaire. Je ne sais pas si ça existe encore, mais j'imagine que ça existe encore. Mais agrégé de grammaire, donc ça dépend français, latin ou grec, mais en tous les cas agrégé de grammaire. Donc qui dit agrégé de grammaire dit surtout pas littérature, mais il dit justement grammaire et linguistique. Mais quand même, bien sûr, la littérature... est venu très vite, pas à la place, du tout, mais à côté de la philologie, grand traducteur. Bon, qui dit littérature, qui dit helléniste, Grèce antique, dit bien sûr aussi Lille, donc l'école de Lille, Jean Bollack, donc l'herméneutique de la tragédie grecque, donc Échille, Hésiode, alors nous on dit Pindare, mais ici je pense on dit Pindare, mais je ne suis pas sûr. Donc Pindare, et bien sûr Homère. Donc Homère, la biographie de quelque chose qui est une biographie impossible dans une certaine mesure, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, et bien sûr la grande traduction de l'Iliade. Aussi les langues, j'ai toujours intéressé beaucoup aux langues, et pas seulement à une langue, et pas seulement à des langues dites mortes, mais aussi au plurilinguisme en Europe, notamment. Et bien sûr le théâtre, donc la longue et très belle coopération avec Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil. Et donc on est aujourd'hui, mais Romain l'a déjà dit, et en plus c'est écrit dans l'invitation, donc on parle bien sûr de son podcast, alors de son émission en fait, qu'il anime, et qu'il est en fait, depuis 2022 sur les dieux qui rôdaient sur la terre. Brigitte Derland, ici à côté de moi, donc aussi directrice d'études, collègue, sa chaire s'intitule L'anthropologie de l'art, donc réception et appropriation des œuvres. Elle est, après,
Alors, elle est anthropologue, ça c'est sûr, hein, mais non, c'est pas pour émettre quelconque doute, hein, mais c'est toujours la question, est-ce qu'on est anthropologue ou ethnologue, hein, mais bon, je ne vais pas ouvrir la distinction, la discussion sur cette distinction. Bon, et chez les anthropologues, comme chez les ethnologues, bien sûr, ce qui est le plus important peut-être, c'est les terrains, hein, donc 2 terrains de prédilection. Donc là, ça, j'ai pas très bien compris non plus. Alors, en allemand, on dit Papua, tout simplement, mais on dit Papouasie, apparemment, en français. Donc, Papouasie, Nouvelle-Guinée, donc notamment quant à l'art rituel et funéraire, et la France, donc les imaginaires des collectionneurs d'art primitif. Pierre-Antoine Fabre, voilà, à l'extrémité... Voilà, ici, vu de mon côté. Aussi collègue, la chaire s'intitule Pratique spirituelle, régime discursif et rapports sociaux à l'époque moderne, donc 16e, 18e siècle. Un historien des religions, mais aussi philosophe. Hein, donc, c'était peut-être des vieux amours, je ne sais pas, mais en tous les cas, Heidegger et Schelling, hein, spécialiste des études jésuites, notamment du 1er siècle de la Compagnie du Jésus, s'intéresse aux images et s'intéresse aux écharpes rouges, notamment à une écharpe rouge. Hein. Alors, Pierre, hein, je t'en prie, tu commences, hein, et après, les 2 commentateurs vont justement donner leurs commentaires et poser leurs questions. Merci Pierre. Non, c'est moi qui dis merci, c'est vraiment impressionnant d'être là, tout simplement. Et j'ai envie de dire, c'est comme un retour au bercail, quand même. Et donc de vous voir et d'essayer de dire quelque chose, et pour une fois dans un micro aussi, mais pas dans un studio d'enregistrement. Parce que c'est vrai que depuis 2 ans et demi, je suis en pleine escapade. Quand j'ai commencé à faire cette émission sur les dieux qui rôdent sur la terre, ça me prend entièrement. Donc j'ai même trahi des engagements que j'avais, etc. Et je ne fais que ça, sauf un jour comme aujourd'hui. Et je veux dire, je voudrais partir de cette expérience qui est la plus extérieure à nos métiers, d'une certaine manière, même si certains d'entre nous collaborent beaucoup avec France Inter, n'est-ce pas ? Et donc pour dire que ce que ça m'apporte, parce que ce qui m'a frappé, c'est à partir du moment où j'ai commencé à écrire ces émissions, parce qu'il faut les écrire entièrement, il n'y a rien d'improvisé. On n'a pas l'opposition entre savoir scientifique, entre guillemets, tel qu'il pourrait s'élaborer ici, et vulgarisation. C'est-à-dire que le fait de parler dans un micro toutes les semaines pour une émission, avec un peu plus de monde qu'on a la salle 5 du 105 boulevard Raspail, je veux dire, et de la salle 8 même, c'est que des gens qu'on voit pas, qu'on connaît pas, dont on n'a aucune idée, ça change tout. Mais d'une certaine manière, ça m'a fait travailler sur mon propre travail et ça m'a appris énormément sur ce qu'on peut appeler mon travail scientifique de philologue. Donc j'ai vraiment changé beaucoup par rapport à ce que je faisais avant de commencer. Et parce que ce que je fais en tant que philologue, c'est lié à ce lieu. Ça, je tiens à dire, c'est un peu, bon, pas pour nous faire plaisir, mais ce que j'ai fait comme philologue, après l'avoir fait beaucoup à Lille, je n'aurais pas pu le faire dans un autre lieu qu'ici, puisque ici, il n'est même pas question d'interdisciplinarité, on ne pense pas en termes de discipline, on pense en termes de contact d'individus qui se retrouvent et qui s'intéressent par ce qu'ils font, même si les terrains sont extrêmement éloignés. Et donc, moi qui suis un philologue, qui travaille sur des textes avec une bonne philologie à l'allemande, je veux dire, j'ai découvert des gens qui ne connaissaient pas ça du tout, mais qui faisaient des choses ou très semblables ou contraires. Et donc c'est ça qui m'a obligé à ouvrir mon regard. Et donc je suis dans une espèce de paradoxe, puisque en tant qu'helléniste, je suis rattaché à un centre d'études allemandes, le centre Zimmel, qui fait son séminaire maintenant d'ailleurs. Et je veux dire, grâce à l'accueil de Michael Werner, avec qui j'ai roulé ma bosse beaucoup sur l'histoire de la philologie, l'histoire des sciences historiques en Europe et ailleurs. Donc c'est grâce à Michael cette idée que on ne peut pas distinguer l'objet précis sur lequel on travaille de la réflexion sur les conditions de possibilité de cet objet, qui sont aussi des conditions de possibilité historique. Et
avec la langue, avec les images, j'aurais jamais eu l'idée d'aller voir quelqu'un de spécialiste des vases, avec les institutions, etc. Alors que c'est vrai qu'à l'université, on vit dans des tunnels d'une certaine manière. Ici, c'est tout simplement, c'est pas que c'est pas possible, c'est qu'on n'a pas envie, et pas par décision théorique, mais par les gens qu'on rencontre. Et un des liants, et ça va nous mettre dans la discussion d'aujourd'hui, c'est évidemment la philosophie. Grâce à donc Heinz Wiesmann, il y avait Pierre Bouretz ici, et aussi, je dois dire, les traductions philosophiques en sociologie, la sociologie pragmatique, si on peut dire. Et là, c'était une ouverture parce que ce sont des auteurs qui n'ont pas bonne presse ici nécessairement, ou qui étaient moins connus à l'époque. Je pense à Hans Cassirer, Blumenberg, même Charles Peirce, etc., que Heinz nous a appris à lire, et je dois dire, les retombées sur la pratique de terrain ont été énormes. Donc c'est une chose dont on pourra parler, en quoi ça libère. Et ça a un rapport avec la radio, avec ce qu'on peut faire dans une émission de radio. Pour cette raconter quand même en 2 mots, parce que le livre est issu entièrement, grâce au travail acharné chez Albin Michel d'Hélène Monsacré, aussi Anne-Julie Bémont à France Inter. C'est le texte des émissions, sauf que quelques résumés, parce que d'un épisode à l'autre, il fallait... moi, je me résume, donc là, il fallait supprimer ça. Et il y a même des obscénités, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin bon, ça a été à peu près gardé, quoi. Mais donc, c'est l'émission. Et alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, c'est une surprise totale. J'avais fait des émissions à France Culture avec Adèle Van Rett, et alors qu'elle allait prendre sa charge de directrice de France Inter en septembre 2022, elle m'appelle en juillet en me demandant si ça m'intéressait de faire une émission hebdomadaire sur les mythes d'1 heure. Bon, je réfléchis 3 secondes, j'en parle à Christiane qui est ici présente. J'ai dit oui, elle me dit, venez dans 3 jours avec une émission prête. Donc il fallait enregistrer dans un studio. Je tombe sur un réalisateur que je ne connaissais pas du tout et qui est devenu un grand ami, Xavier Pestouja, parce que c'est un magicien des sons, de la musique, de la mise en onde, du rythme, etc. Donc j'ai énormément appris avec lui. Donc il a mis en forme tout ça et j'ai fait une émission. Elle m'a dit d'accord, donc 44 émissions par an. C'est-à-dire avec les rediffusions, 37 d'éditions nouvelles. Donc il fallait tout écrire, 35 000, 36 000 signes par semaine à écrire, et finalement je ne fais que ça. Et elle m'a dit aussi, ne pensez pas à vos collègues. C'est-à-dire, ne pensez pas que vous êtes en train de réfuter ou d'approuver un tel, que vous réglez son compte à une telle, etc. Non, non, ça c'est vous dites, vous parlez sans, sans argumentation scientifique. Alors que tout est argumenté. C'est ça le point. C'est ça, je trouve, ce qui est tout à fait passionnant. Alors j'ai eu la chance, parce que donc il fallait trouver un titre, et le titre de l'émission a été trouvé par Christiane, ici présente, donc Quand les dieux rôdaient sur la terre. Et je dirais, Christiane a écrit dans la postface du livre donc ce que c'est l'expérience de vivre avec quelqu'un qui se lance là-dedans, dont c'est pas du tout le métier. Elle a trouvé un mot pour dire ce que je faisais, donc les Italiens là vont comprendre. Cantastorie. Ce sont les gens qui en Sicile, avec une guitare, vont sur les places des villages et chantent les ballades des grands héros ou contre les grands héros. Donc c'est écrit, ce sont des textes qui peuvent être absolument magnifiques. Et Christiane a corrigé, pas simplement corrigé, enfin, elle m'a aidé à me sortir de cette discussion permanente que j'avais avec mes collègues en disant « Ah, je dis ça de Prométhée, donc c'est contre machin ». Ça, il faut surtout pas, fallait éviter ça, il faut être affirmatif. Et alors, quand même, qu'est-ce que ça de spécifique, le fait de parler à la radio? C'est qu'il faut supposer qu'on parle à des personnes qu'on ne connaît pas, mais il faut surtout qu'il n'y ait aucun mystère. Rien ne doit être supposé connu. Même le nom de Zeus, ça peut ne dire rien à beaucoup de monde. Donc il y a rien, il faut supposer rien de connu. Et en plus, ce qui est difficile, c'est que on raconte. Ce qu'on raconte, la manière dont on raconte Dionysos, Apollon, etc., donc c'est du récit, ça suppose une interprétation. Il faut se demander, mais pourquoi les Grecs ont inventé un dieu comme Apollon, qui est à la fois une brute et lumineux, qui est sombre et lumineux? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des actions contraires, ou Prométhée, etc. Et donc on raconte, mais il faut qu'une interprétation soit présente dans le récit. Il faut aussi que, si on prend les niveaux de langage, là je renvoie à la typologie élaborée par Jean-Marc Ferry, c'est-à-dire au-delà de la narration et de l'interprétation, il y a l'argumentation. Pourquoi je pense que c'est tel élément qui est premier? Qu'est-ce que c'est que le destin? Qu'est-ce que c'est qu'une causalité dans un mythe et dans un récit? Et donc là, il faut donc un niveau d'argumentation. Il y a un autre niveau encore qu'on trouve aussi dans des textes, et pas simplement dans notre travail à nous, c'est la reconstruction. C'est qu'une fois qu'on a fait son argumentation, il faut se dire pourquoi les gens ne sont pas d'accord.
avec moi? Pourquoi j'ai dû à m'affronter telle thèse qui peut être la mienne et telle autre et telle autre? La reconstruction après coup qui est historique. Or, ce qu'on découvre, c'est que dans les mythes, ce qu'on appelle mythes, ça en reviendra, il y a ces différents niveaux. Il n'y a pas de narration d'un mythe de la naissance du monde ou la naissance de Dionysos qui ne soit pas une argumentation, qui ne soit pas une interprétation. Pourquoi ça a eu lieu comme ça? Et pourquoi il faut dire que c'est comme ça que ça a eu lieu? Une argumentation. Et pourquoi ce que je dis dans un texte n'est pas ce que disent d'autres poètes ou ce qu'on dit ailleurs? Donc là, il y a une reconstruction souvent dans les mythes du matériau qui fait du panorama de la discussion. Donc il faut arriver à trouver une forme qui mêle ces différents niveaux sans les expliciter. Et je veux dire que c'est pas rien. Et ensuite, par rapport à mon métier, c'est-à-dire moi je suis philologue, j'ai travaillé sur des textes, et ça me mettait dans une relation d'amitié très intense et d'opposition très intense avec l'école de Jean-Pierre Vernant, etc., qui travaillait plutôt sur des mythes. Et donc là, je devais passer à un autre niveau. C'est pas qu'est-ce qu'on dit d'Apollon dans tel ou tel texte, à Gichle ou pas, mais pourquoi Apollon? Pourquoi Apollon a-t-il pu intéresser à ce point les Grecs et produire toutes ces versions, qui sont des versions contradictoires? Alors, ça tourne autour du concept de mythe. Je voudrais en dire 2 mots. Vous me dites hein, si je dépasse le temps. Parce que le concept de mythe, donc c'était posé dans le contrat, on m'a dit, vous parlez des mythes. Or, vous savez que, et en anthropologie des mondes classiques, la notion de mythe est très mal vue. Donc, elle passe pour périmée. Et le Scud, qui a été envoyé contre la notion de mythe, c'est le livre de Marcel Détienne, 1981, L'invention de la mythologie, avec 2 arguments massus. Un, le mythe, ça n'existe pas. On peut dire d'aucun objet, c'est un mythe. On a des vases, on a des textes, on a des rituels avec des figures mythiques, mais on n'a pas un mythe comme objet. Donc c'est une reconstruction. Ce n'est pas une chose donnée. Et deuxième chose, c'est que les Grecs n'ont pas de mot pour dire mythe. Donc mythos ne veut pas dire mythe, mythos veut dire parole, même c'est la même racine que muet, d'ailleurs ça c'est intéressant, on murmure. Je veux dire, donc il n'y a pas de mot grec pour dire le mythe. Donc Or, le mot mythe n'a été attribué ou appliqué à Homère, etc., que par la critique du mythe, par les gens qui disent que ça ressemble à du mythe, c'est faux. Et donc ce sont les rationalistes, les philosophes, qui ont refuté la construction mythologique, si elle existait, du monde, et qui ont forgé la catégorie de mythe pour dire ce qu'ils ne faisaient pas. Donc la notion de mythe est une notion négative, c'est une notion polémique qui est liée au refus du mythe. Et donc si on parle de mythe comme les romantiques n'ont pas cessé de le valoriser, c'est qu'on admet en fait, en inversant les signes, on admet là que le regard fait par des rationalistes postérieurs, c'est-à-dire à partir de Platon, disons, contre les traditions poétiques, rituelles, et narratives, etc. Alors ça, c'était les arguments, et c'est vrai que Jean-Pierre Vernant n'a pas cédé et a cessé de parler de mythe et a parlé de mythique, c'est-à-dire que le mythe devient une chose diffuse, il n'y a pas le mythe comme forme de pensée ou comme étant, comme chose qui serait dans la culture. Alors je trouve que moi, je n'ai jamais été convaincu par cette critique. Je ne suis pas le seul, hein, j'étais assez d'accord avec John Scheid et Jesper Zemro, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une ironie de l'histoire. Parce que cette construction qui dit que le mythe vient d'une construction polémique, d'une conception polémique de ce qu'il faisait avant à partir d'un point de vue qui se voulait rationaliste, un point de vue, donc ce serait une rupture. Donc la raison contre la tradition suppose une certaine philosophie de l'histoire qui fait que ce qui est réflexion, ce qui est rupture, ce qui est subjectivité, ce qui est argumentation, ça vient après coup, après une phase qui ne serait pas de ce type. La critique viendrait après un objet qui serait donné, mais ça se traduit en phase historique. Et donc ce qui viendrait avant la critique du mythe qui a fait exister le mythe en tant que tel, c'est autre chose. Donc ce sont des pratiques beaucoup plus dispersées, donc qui sont liées à des supports matériels différents. Sauf que on aurait affaire à un monde où il n'y a pas de critique. C'est un monde plein, un monde plutôt de l'harmonie, un monde, comment dire, de l'unité, de la croyance, du consensus, etc. Alors je trouve ça intéressant qu'une position qui part d'une critique moderne du mythe passé, en fait, réhabilite le romantisme. Et donc, je trouve que dans les sciences sociales, maintenant, on a même dans notre domaine, on a beaucoup de romantisme. Par exemple, on dit, il n'y a pas de subjectivité. Alors, un des arguments, c'est de dire, il n'y a pas de mot pour dire subjectivité en Grèce. Et Dieu sait,
Il n'y a pas. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de nom que la chose que le nom moderne dit peut être, sans que la chose soit structurée, pensée, conceptualisée, ça peut être opérant, ça peut être structurant, et ça me paraît assez clair. Donc on a construit une altérité par rapport à la position moderne, une altérité qui, moi, je trouve est très familière. Parce que l'altérité qu'on construit, c'est simplement ce que nous ne serions pas. Mais comme si, dans l'Antiquité, nous sommes des personnes critiques, on fait de la science, etc., on discute, et comme s'il y avait, c'était pas le cas dans l'Antiquité, et dans la période qu'autrefois on appelait mythique. Or, quand on regarde les textes, alors là, c'est en tant que philologue, c'est hyper critique. Homère n'arrête pas de critiquer, il se moque des théogonies, des cosmogonies, etc. De même que Hésiode n'est pas du tout d'accord avec Homère, ils ont des conceptions complètement opposées de ce que veut dire raconter l'histoire d'un dieu ou l'histoire d'un héros, donc c'est très polémique. C'est-à-dire qu'on a de la subjectivité, quels que soient les individus qui soient derrière cette subjectivité, une subjectivité qui travaille. Et donc c'est cela qui, moi, m'a intéressé, c'est de voir par exemple l'opposition entre Homère et Hésiode. Hésiode construit quelque chose comme un système, avec une reconstruction, il rencontre des autres constructions mythologiques que la sienne, et il les dépasse. Homère s'en fiche complètement. Lui, ce qu'il veut, c'est l'événement. Qu'est-ce qui se passe avec la volonté de Zeus, avec la colère d'Achille, etc. Et ce qui l'intéresse de voir, c'est non pas un ordre du monde, ça il s'en moque, mais c'est quoi le temps historique? C'est quoi le temps de l'expérience où se passent des choses qu'on n'avait pas prévues, mais que l'on doit inventer? Et l'autre point, et ça après je vais céder la parole, c'est que la Grèce antique est un monde où il n'y a pas de sécularisation. Et donc on a eu tendance en disant, voilà, période mythique ou période archaïque, sans subjectivité, période critique de la subjectivité, donc avec cette philosophie de l'histoire très très convenue, donc on a pensé en termes du mythos au logos. Or ça n'a pas lieu. Il y a bien quelque chose comme une rationalité qui émerge au 7e siècle avant Jésus-Christ, sauf que le mythe a continué à fond, avec les épopées, avec la tragédie, etc. Donc, et le mythe, la position qu'on appelle mythique, a intégré les positions philosophiques, notamment la sagesse. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il y ait une sagesse des mythes, c'est-à-dire que la position de la sagesse, qui est une position anonyme, qu'est-ce qui doit arriver à tout un chacun, le mythe rigole face à ça. Les auteurs tragiques rigolent en disant « Vous me parlez de savoir universel, de règles universelles, mais qu'est-ce qui arrive à Oedipe là ?» Oedipe, c'est pas vous, justement. Mais donc, lui, il est né là, dans telles conditions. C'est un individu, c'est une singularité. Et donc, la sagesse ne traite pas de la singularité. Le mythe, si, dans des histoires qui sont closes. Et c'est en ce sens que... Donc, il y a un débat entre des formes symboliques, si on peut dire, pour reprendre le terme de Cassirer, à l'intérieur d'une culture. Et là, il y a des tensions énormes à l'intérieur de la culture. Et le mythe est porteur d'une tension. Ça, on pourra y revenir. Et ensuite, pour finir, l'actualité du mythe, parce que j'en parle, alors il y a effectivement que tout le monde a son Oedipe, etc. Ça parle de la guerre, toutes ces choses, donc des analyses très concrètes des violences, et en ce moment c'est tout à fait utile. Qu'est-ce qu'une guerre juste? Donc là, les mythes n'arrêtent pas de parler de ça, enfin Homère ou Échille. Mais je pense que, pour le dire en 2 mots, de manière un peu massive, s'il y a une actualité du mythe, c'est que précisément, c'est tout ce qui dans le mythe n'est pas nous. C'est tout ce qui n'est pas actuel. C'est dans ce qui, historiquement, n'a plus cours, à savoir le polythéisme, mais un polythéisme très spécial, c'est-à-dire il n'y a pas de religion révélée, et qui se développe, non pas contrairement à ce qui se passe en Inde ou en Mésopotamie ou en Égypte, qui se passe en dehors de toute autorité cléricale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte premier, de texte fondateur, on est dans une multiplicité de textes. Il faut respecter des invariants, c'est-à-dire 3 doit être prise, Zeus règne encore maintenant, mais je veux dire, il y a une pluralité de textes, et ça on pourra en parler, c'est l'effet du texte qui me paraît quelque chose de tout à fait important. Et donc il n'y a pas de fondement des pratiques, des valeurs, etc. C'est chaque poète peut dire comment il fonde lui-même un système de valeurs ou un système de normes. Il se renvoie à une cosmologie, mais cette cosmologie, donc un ordre des choses, est débattue. Ce n'est pas une cosmologie qui s'imposerait du dehors. Donc il faut réinterpréter les constructions symboliques de manière à ce qu'elles soient normatives, en refondant la norme à chaque fois. Et on voit que chez Pindare, chez Bacchylide, parce que là, si on regarde les textes, c'est pas du tout pareil que même entre Sophocle, Euripide, etc. Donc le mythe, c'est un instrument qui permet à des individus et à des groupes sociaux
de réaffirmer la légitimité des normes de manière polémique. Donc ça, et donc ce qui compte, c'est l'institution qui permet que cette polémique ne dégénère pas, ne soit pas simplement une anarchie. Et je crois que ça, c'est tout à fait important, parce qu'on voit que même s'il y a une cosmologie donc, qui fait qu'il y a les Olympiens, les Chtoniens, etc., elle n'est pas articulée, elle n'est pas fondée une fois pour toutes. Or, ce que l'on voit maintenant, je dirais, dans l'actualité, c'est que alors qu'on pensait qu'il n'y avait plus de données, qu'il n'y avait plus une certitude fondatrice qui permet de fonder le droit, que la beauté, la vérité, etc., mais toujours une pratique de discussion, une interaction, une communication, et bien maintenant, on retrouve une forme de re-essentialisation, de réification avec les fondamentalismes. Les fondamentalismes deviennent extrêmement puissants, que ce soit ceux de la race, ceux de la nation, ceux des religions révélées, mais aussi ceux des lois économiques. Donc on dit c'est comme ça, la réalité est comme ça, et je pense que le mythe, dans sa liberté profonde, permet de se détacher de ce fondamentalisme qui peut être ou réactionnaire ou soi-disant progressiste. Et ça, je crois que là, on a dans le mythe une école de forme de liberté. Merci beaucoup, merci Pierre. Brigitte, je t'en prie. Alors il se trouve, Pierre, que je suis une fan de la première heure de l'émission Quand les dieux rôdaient sur la terre. Donc ce soir, j'ai l'impression d'être obligée de me métamorphoser, un peu comme une divinité grecque, hein, et de troquer en fait mes habits d'auditrice captivée pour ceux un peu plus ternes de commentatrice. Et le fait de t'avoir écouté à la radio fait que quand j'ai lu ce livre, je n'arrivais pas à ne pas entendre ta voix, qui me lisait le texte. Donc tu étais une sorte de poète grec qui me racontait les histoires de vie si compliquées de ces dieux et de ces déesses de l'Olympe. Mais au-delà du plaisir que j'ai pris à lire ce texte incarné, donc, j'ai trouvé dans ce livre de quoi satisfaire et surtout nourrir l'ethnologue que je suis. Tout d'abord, je ne me suis pas trouvée en terrain totalement inconnu. Si l'on accepte c'est un fait majeur, c'est sûr, mais si l'on accepte la grande humanité des divinités et l'importance de leurs interactions avec les humains, eh bien, les mythes grecs partagent de nombreux traits communs avec les mythes océaniens que je connais mieux. Et moi, je reprends tout à fait ce terme de mythe. Quand on me parle de mythe, je comprends tout de suite à quoi ça fait référence. Et ces mythes, qu'ils soient grecs ou océaniens, ils évoquent pareillement un temps primordial, un temps de l'indistinction, où les êtres n'étaient pas séparés, un temps où les dieux ont dû d'abord s'engendrer eux-mêmes, et un temps où la création s'est organisée à partir d'entités opposées, le masculin et le féminin, la nuit et le jour, l'intelligence et la bêtise, hein, ce qu'on retrouve aussi en Mélanésie, un temps primordial où progressivement donc, sont apparus le feu et la femme. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que les Grecs et les Mélanésiens pensaient pareillement que initialement le genre humain se réduisait au masculin, ou alors, peut-être, que l'existence des femmes méritait une explication particulière. Donc, dans ton approche de la mythologie, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est sa liberté et ton côté libérateur. Tu abordes les mythes un à un, depuis l'intérieur du récit, et en suivant la chronologie de la grande histoire qu'il déroule, sans te laisser intimider par les nombreux travaux publiés sur les mythes grecs, et que tu connais parfaitement, bien sûr. Et ça, c'est très, très agréable, en fait, hein, de sortir des contextes un peu polémiques. Je trouvais ça très, très agréable. Par ailleurs, quand je parle de liberté, je trouve que le risque majeur, quand on travaille sur la mythologie, c'est de figer les mythes. Et toi, d'emblée, tu préviens le lecteur qu'un mythe, c'est pas un récit unique, figé, qu'un mythe, finalement, n'existe que par l'intermédiaire de ses multiples versions, hein, puisque chaque poète va se donner la liberté de broder, de changer des parties du récit, pourvu que la trame ou l'essentiel soit conservé.
Et non seulement tu fais ton miel des différentes versions des mythes, mais tu vas jusqu'à citer des auteurs non grecs et tardifs. Je pense par exemple à un dramaturge français du XVIe siècle, dont tu penses qu'il a saisi un aspect intéressant du mythe de Médée en l'actualisant à sa manière. Et je vois là un lien avec l'option que tu as prise dans ta traduction récente de l'Iliade et qui a consisté à ne pas supprimer les vers considérés comme des ajouts tardifs, à ne pas viser un état originel du texte dont on sait bien qu'il est impossible à atteindre. Donc pour toi, les réinterprétations tardives des mythes comme les vers potentiellement inauthentiques de l'Iliade font partie de l'histoire, sont porteurs de sens. Tu remarques souvent que dans les mythes, on ne sait pas pourquoi ou comment tel personnage en est arrivé dans une situation donnée ou dans un lieu particulier. Et face à ça, la tentation pour l'analyste peut être grande de penser que des parties du mythe ont irrémédiablement disparu. Et là, je fais référence à mon expérience d'ethnologue. Quand on collecte des mythes, on se dit toujours il manque un morceau de l'histoire. Hein. Et dans ces cas-là, on va regretter la perte de sens corrélative. Et quand je dis cette idée un peu que le temps aurait fait des trous dans les mythes, en quelque sorte. Et toi, tu préfères considérer que la narration logique n'est pas le propre des mythes, qui ne vise ni la cohérence, ni la complétude. Et franchement, pour moi, c'est libérateur. Hein. Je n'ai pas beaucoup travaillé sur les mythes, mais du coup, j'ai envie de m'y remettre. Il y a une grande liberté. Et donc, tu proposes plutôt de considérer ces trous supposés comme des ellipses, hein, des raccourcis que produirait le poète, parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'arriver à une situation donnée et pas les chemins qu'il faut suivre pour y parvenir. Et cette remarque-là, je la lis à ce que tu dis des mythes quand tu écris, et je te cite, ce sont des récits qui ont le temps pour matière première, qui déroulent des actions, posent un avant et un après. C'est-à-dire que ce qui peut paraître comme un manque, un trou, toi, tu en fais quelque chose qui permet d'isoler et de cerner ce qui est une des caractéristiques des mythes. Alors, à côté de ces réflexions sur ce qui fait un corpus et sur la structure du récit ou la narrativité des mythes, eh bien, on trouve dans ton livre, c'est ce que j'y ai trouvé, une théorie implicite des mythes et des conceptions du divin. Alors, elle est difficile à résumer, mais on peut dire que si les mythes permettent aux humains d'anticiper des épreuves ou de mettre certains phénomènes à distance, tu parles notamment de la violence guerrière, ils servent surtout, nous dis-tu, à donner aux humains l'opportunité d'explorer les incertitudes et la complexité du monde. On a des divinités qui sont dotées de visages multiples, souvent contradictoires. C'est vrai que c'est frappant quand on te lit, hein, Apollon qui peut être à la fois le dieu des loups et des bergers. Tu dis, ces mythes vont souligner les faces différentes et opposées d'une même chose. Ils montrent que la réalité ne peut jamais s'envisager en se plaçant d'un unique point de vue. Et selon les cas, un mythe peut inviter à réfléchir à la frontière entre la vie et la mort ou à penser simultanément la puissance et les limites des divinités, comme des humains d'ailleurs. Et tu évoques aussi les mythes des villes de Thèbes et de Troie en disant que ces mythes peuvent encourager une réflexion sur ce qui fait l'identité d'une cité, d'une nation, d'un peuple. Donc les questions que je vais t'en poser deux, qui débordent le propos du livre et qui ne sont pas des questions nouvelles, mais c'est ton avis qui m'intéresse. Dans quelle mesure la mythologie grecque a-t-elle facilité la naissance de la philosophie? Et comment la philosophie grecque s'est-elle démarquée de la mythologie qu'elle a pourtant utilisée? La philosophie, c'est démarquée. Oui. Alors je tiens aussi à dire quelques mots des anachronismes dont ton texte est volontairement parsemé. Celles et ceux qui ne t'ont pas entendu sur les ondes seront surpris de
trouver dans ton livre des termes tels que selfie, footing, bug, verlan, western, Wonder Woman, hologramme, ou encore des noms propres comme Sonia Rykiel et Arsène Lupin. Alors si la lecture de ces termes fait sourire, et on voit bien les sourires sur vos visages, si on peut penser que les poètes grecs savaient eux aussi amuser leur public, je me suis demandé si ces termes n'avaient pas une autre fonction que je rattache, peut-être à tort, je vais doucement, à la tradition de l'herméneutique philosophique, Schleiermacher, Gadamer, Ricoeur. Pour ces auteurs, si je les ai bien compris, interpréter ou traduire un texte, c'est toujours vaincre la distance spatiale et culturelle, temporelle, entre le lecteur et le texte. C'est éviter toutes les mécompréhensions qui résultent en fait de la transformation du sens des mots et aussi des modes de pensée au cours des temps. C'est s'efforcer de rendre présent le sens voulu par l'auteur. Et il me semble, et donc tu me diras si je me trompe, que c'est quelque chose de cet ordre-là que tu as voulu faire avec humour, bien sûr, parce que je ne pense pas que Gadamer aurait suggéré de mettre Bug ou Verlan dans un texte. C'est peut-être quelque chose, enfin moi c'est en tout cas ce que j'y ai vu, dans l'utilisation de ces mots du contemporain, une manière d'actualiser le sens des mythes, de mieux nous faire comprendre la personnalité d'une divinité. Et dans ton livre, ce qui m'a frappé, c'est que on trouve à la fois des anachronismes, on trouve des très fines précisions étymologiques. Ça ne se voit pas, mais on le sent quand même, le savoir considérable qui est derrière. Et donc j'ai le sentiment, je vais citer Ricoeur, que tu as su à la fois magnifiquement amener le lecteur à l'auteur et inversement amener l'auteur au lecteur. On devrait dire texte plutôt d'ailleurs. Alors dans les mythes que tu nous racontes, on trouve de curieux engendrements et accouchements. Si Gaïa, qui est la divinité féminine assimilée à la Terre, enfante toute seule, bon au début elle est seule, il faut bien, hein, un certain nombre de divinités sont issues de dieux masculins qui les ont engendrées seuls ou en ont accouché. Alors il y a Aphrodite, hein, qui naît du sperme de son père émasculé. Il y a les enfants de Cronos, alors eux, ils sont bien issus d'un rapport sexuel, mais leur père les avale sitonnés pour leur refuser une existence qui pourrait le menacer. Cronos qui se trouve ensuite contraint de recracher ses enfants. Et cette expulsion de son estomac, tu nous dis, son estomac est comparable à une matrice. Et c'est cette expulsion qui va signer leur véritable venue au monde. C'est le cas d'Athéna qui sort de la tête matricielle de son père Zeus, après qu'il a avalé Métis alors qu'elle était enceinte de ses œuvres. Et on peut citer aussi Dionysos, qui naît cette fois-ci de la cuisse de Zeus, que tu qualifies à nouveau de matrice divine. Alors je suis frappée par cette assimilation de la digestion à une gestation et de l'expulsion d'une nourriture ingérée à une naissance, parce que c'est des analogies qu'on retrouve dans nombre de mythes mélanésiens. Alors on sait que les mythes sont le lieu par excellence des actions qui sont contraires à la logique, à la morale, à la physique. Hein. On se doute bien que ce monde des origines, eh bien, il faut le penser comme un monde complètement différent et inverse du monde des humains. Certains spécialistes de la religion, et je pense là à Pascal Boyer, ont avancé que dans la masse des idées religieuses et des récits qui avaient été produits au cours des temps, ceux qui étaient contre-intuitifs, c'est le cas de ces fameux accouchements, avaient eu probablement plus de chances d'être répétés, retenus et transmis de génération en génération. Alors je sais bien tout cela, mais je me demande quand même si en Grèce il n'existait pas d'autres domaines que la mythologie, et je pense peut-être au rituel, où se serait exprimé le fantasme d'hommes capables d'engendrer seuls des humains, à l'instar de ce qu'on trouve dans certains rites mélanésiens, où les hommes absorbent même en secret des substances qui leur font gonfler le ventre pour se dire enceints. Donc ils vont assez loin, les Mélanésiens. Vas-y. Alors, à plusieurs reprises, tu évoques les liens entre les rites et les mythes.
Et tu parles notamment de cette pierre conservée dans le temple d'Apollon et tenue pour l'ombilic du monde, qui passait aussi pour être cette fameuse pierre que Cronos avait avalée à la place de son fils Zeus. Et tu soulignes le paradoxe de cette pierre qui est devenue un des symboles les plus sacrés des Grecs, alors qu'elle n'était qu'un leurre pour tromper Zeus. Et quand tu fais ça, tu montres aussi cet humour, cette fantaisie qu'on trouve dans la mythologie. Hein. Mais moi, en lisant ça, je me suis interrogée, je me suis demandé si cette pierre, dans son temple, n'opérait pas aussi comme une sorte de substitut matériel de Zeus, prolongeant ainsi sa fonction mythique en quelque sorte. Et de manière plus générale, je me demande s'il y a des liens entre un mythe comme celui de Cronos, qui fait d'une pierre le substitut d'un dieu, et l'existence en Grèce de pierres qui étaient censées soit présentifier les divinités, ou du moins marquer leur ancrage matériel. Donc pour finir, je tiens à dire mon admiration et pour ta capacité à t'adresser à tous les publics sans jamais sacrifier à l'exigence scientifique la plus haute, et pour cette leçon de liberté, enfin je l'ai vraiment pris comme ça, que tu nous donnes par ton approche du corpus, ton humour, tes anachronismes, ta manière particulière de nous faire sentir ce que les mythes disaient aux Grecs et en quoi ils sont capables encore aujourd'hui de nous parler. Le tout à travers une écriture limpide et expressive qui sait si bien transmettre et nous communiquer le plaisir manifeste que tu as eu à rôder parmi les dieux. J'ai rôdé sur la terre. Écoute, Brigitte, merci infiniment. Je ne sais pas quoi dire parce que non, ça me plaît énormément parce que moi j'ai frôlé l'anthropologie. Ou l'ethnologie, je veux dire, j'en ai lu beaucoup, mais je veux dire, d'abord, je n'ai jamais fait de travail de terrain, donc il y a des hellénistes qui sont allés sur des terrains pour faire des enquêtes sur les devins, etc. Moi, j'ai pas fait ça du tout, et donc c'est simplement il y a tellement de médiations, ce sont des récits, quoi. Et donc là, je vois que quand il y a des connivences, c'est pas des comparaisons, c'est des connivences, ça me dit beaucoup, parce que j'ai pas voulu, parce que je ne saurais pas le faire, donner une théorie du mythe. Bon, j'en ai lu plein, comme tout le monde, je dirais, j'ai un petit faible pour Schelling, Hegel et Hölderlin, quand même. Mais je veux dire, j'ai pas, que j'ai pu enseigner ici, ça c'est quand même extraordinaire, qu'on puisse lire ces textes comme ça, ensemble, à plusieurs. Mais j'ai pas voulu, il n'y a qu'une phrase qui est pas d'un philosophe, qui est d'un philologue, anthropologue aussi, qui est Hermann Husener, qui a édité Épicure, etc., mais qui a fait un livre magnifique sur les noms des dieux. Donc à la fin du 19e, c'était un des seuls soutiens de Nietzsche. Et dans ce livre, Les noms des dieux, il y a cette phrase extraordinaire, les noms des dieux, ce sont des attributs d'un sujet qu'on désigne du doigt, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est une série d'épithètes ou d'attributs, de catégories qui permettent de construire un dieu. Et là, les études du polythéisme montrent que ça s'échange. Mais la substance à laquelle ça s'adresse, dont c'est l'attribut, on la connaît pas, on la désigne simplement. Donc il y a un travail d'attraction vers ce point, mais on ne sait pas ce que c'est. Zeus, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, du coup, tous les mythes. Et c'est d'où la liberté, et c'est pour ça que ce qu'a dit Lévi-Strauss, qui m'a vraiment tellement fasciné, que je trouve fascinant malgré tout, et c'est gigantesque, c'est un mythe n'existe que par l'ensemble de ses versions. Alors simplement, Lévi-Strauss ne s'intéressait pas du tout au contexte d'énonciation de ces versions, ça on a appris à le faire avec la sociologie pragmatique, etc. Mais précisément, c'est ça qu'est le contexte d'énonciation, c'est que c'est une version contre une autre. Et on peut se demander pourquoi, d'où cette liberté, alors qu'on parle de la même chose, du même objet, qu'on ne peut que désigner du doigt, mais qui n'est jamais là. Et ça, donc, non, vraiment, je te remercie. Alors, pour tout de suite quand même sur l'anachronisme, donc Wonder Woman, ça c'est à cause de ma fille Fabienne qui adore le film Wonder Woman, donc et comme j'ai réhabilité Hera, qui était mal vue, donc c'est un hommage à Fabienne de dire Hera c'est Wonder Woman. Bon, je sais pas ce que voilà, mais alors en même temps c'est aussi que c'est l'humour. Les gens prennent les mythes comme des objets sérieux alors que les Grecs n'arrêtaient pas de rigoler, mais tout le temps.
Sur les mythes, ça les faisait rire, donc il fallait même des mythes du rire. C'est-à-dire que c'était quand même le comique, était, même dans la tragédie, il y a de la farce, il y a du rire, et ça, faut bien voir ça les faisait se marrer. Et donc, pour revenir à la dernière chose, par exemple, c'est vrai, cette pierre, qui est l'ombilique, l'omphalos, donc le nombril du monde, qui est dans le temple de Delphes, donc qui est avec des bandelettes, etc., qui était reproduite en pierre, sculptée, tout ça. Donc on pourrait dire c'est le lieu le plus central pour l'humanité. Donc là il y a une perspective de pouvoir. On a décidé que c'était à Delphes et pas ailleurs. Bon, ça, les gens d'ailleurs pouvaient ne pas être contents. Sauf que le mythe est vraiment tordu, et moi, c'est en préparant l'émission que j'ai eu cette idée-là, et d'ailleurs tout de suite j'en ai parlé à Marc Delaunay, qui est là. C'est-à-dire qu'on dit que Zeus a le pouvoir parce que c'est le premier-né et le dernier-né. Bon, parce que c'est le dernier conçu par Rhea, donc la femme de Cronos. Donc, alors comme Cronos avale ses enfants à chaque fois, à la fin, elle en a marre. Mais elle a conçu les autres avant. Donc Zeus, c'est le dernier, et pour que Cronos ne l'avale pas, donc elle lui donne une pierre dans des langes, et on va mettre Zeus, alors dans différents lieux, donc où il est caché, donc il est éduqué par une chèvre, etc., la corne d'abondance, tout ça. Et à un moment, Zeus, alors on ne sait pas comment, là il y a plusieurs versions, on n'a pas de récit complet, Zeus grandit et se rebelle contre son père, et le fait, on ne sait pas ce qu'il a fait, alors il a pu lui donner un vomitif, d'ailleurs ça on ne sait pas. Il fait cracher les enfants. Donc la pierre est crachée en premier. Donc Zeus, qui a été conçu en dernier, est craché en premier. Sauf que ça fait longtemps qu'il est né. Et que ce qui naît en premier, ce n'est qu'une pierre, c'est un truc. Et donc c'est extraordinaire donc il est premier et dernier, donc ça c'est l'absolu, il est l'alpha et l'oméga. Mais ce qui est l'oméga et ce qui est l'alpha, dans les deux cas, c'est du bluff. Et c'est ça qui fait la présence divine du monde, qui fait que là il y a une cosmologie humaine possible avec un centre. C'est un truc. Et les Grecs savaient très bien que c'était un truc, que Cronos s'est fait avoir. La preuve, c'est qu'il n'est plus au pouvoir maintenant. Alors moi je trouve qu'il y a cette ironie dans le mythe, c'est-à-dire que premier et dernier, ça sont des structures logiques qui disent que c'est l'absolu, certes, mais quand il l'applique à la réalité, donc c'est une réalité, donc un récit qui est tordu. Et je trouve que le fait qu'il y ait dans le mythe fondateur, enfin pour Delphes, du cosmos centré à Delphes, qu'il y ait cette tricherie, on a quelque chose de l'humour. Alors simplement, ça c'est Hésiode qui dit ça. Alors on n'a pas les autres mythes. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on voudrait savoir comment d'autres poètes raconteraient la même histoire, donc l'origine de cette pierre. Ça c'est un poète, mais en disant ça, Hésiode fait comme si, c'est ce que j'ai essayé d'appeler la reconstruction, il prenait les différentes structures, une structure logique premier et dernier, Zeus qui est le maître, il est toujours le maître encore maintenant, et donc il faut l'expliquer, donc il construit un discours avec quelque chose qui ne marche pas d'une certaine manière, mais il le montre. Et donc c'est pour dire tous vos rituels, etc. Vous savez, il y a beaucoup d'artifices là-dedans. Ce qui compte, c'est ce que moi, je suis en train de dire. Bon, même chose pour la naissance d'Aphrodite, ou bien Aphrodite, c'est la fille de Zeus et d'une certaine Dionée. Bon, d'accord, ou bien elle est née d'une castration. Donc dire que la déesse de l'amour naît d'une castration, il faut être un très bon psy pour comprendre ça quand même. Donc ça veut dire que c'est bon, et le pauvre Uranos qui a été un peu écourté, là, il n'est pas content du tout. Donc, et le ciel, bon, mais Dieu merci, c'est comme ça que le ciel est séparé de la terre et que nous pouvons procréer. Bon, sinon on serait aplati. Je veux dire, donc il y a cet humour, mais ça c'est Dionys, c'est Hésiode qui dit ça. Dans Homère, Aphrodite n'est pas du tout la fille d'une castration. Donc c'est là où qu'est-ce qu'ils pensaient vraiment les Grecs, ça on ne sait pas. Ils pensaient entre les deux. Ils pensaient que c'est ça ou ça ou ça. Mais le tout était légitime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, justement, il n'y avait pas une vérité. Alors je sais pas combien, moi je peux parler beaucoup, mais donc. Bon, répondre aux questions, peut-être. Voilà. Ça serait... on peut aussi les détourner, mais non, voilà. Non, mais là, j'ai... Bon. Donc, de la philosophie, de la mythologie à la philosophie, ça, c'est le grand problème. Et donc, je crois qu'on peut avoir... comment dire, ces discussions qu'on a eues ici à Paris, bon, là, avec tous les hellénistes, là, parce qu'on n'est pas d'accord du tout, c'est la critique fraternelle, comme on disait dans les pays de l'Est. Je veux dire, donc, est-ce qu'on accepte ou pas le passage de mythos à logos?
Donc cette rationalisation, etc. Alors simplement, il y a un événement qui fait qu'il n'y avait pas de démonstration cosmologique au sens physique de l'unité du monde avant Thalès, fin 7e siècle avant Jésus-Christ. Par contre, chez Hésiode, il y a l'idée que le monde est un. Mais pour être un, il faut passer par des histoires ultra complexes, donc dialectiques, où les choses n'arrêtent pas de changer, mais pour produire l'idée même d'une unité du monde. Et donc pour ça, il faut, alors ce que fait Hésiode, ce qui est c'est strictement génial, au lieu de prendre une origine une, comme qu'on pouvait faire avant lui, de dire c'est nuit qui est l'origine de tout, ou c'est l'océan, ce que Homère dit, mais en rigolant. On dit, il y en a qui disent que l'océan est l'origine de tous les êtres. Bon, il dit ça dans un discours mensonger. Il fait dire ça. On peut dire c'est la nuit, que c'est terre ou c'est l'océan. Donc il y a eu le choix de différentes divinités primordiales. Donc de 1, on va déduire le multiple. Alors ça, on peut dire c'est un geste philosophique, c'est-à-dire qu'il faut montrer l'unité de la multiplicité. Ça, c'est quand même le geste qui a fondé la philosophie. Et qui a fondé, mais qui est déjà dans le mythe. Il faut produire de l'unité, mais qui fasse sens. Il faut que des principes repérables, donc des divinités repérables, produisent la multiplicité, mais de manière cohérente. Donc ça, c'est commun d'une certaine manière à la philosophie et à la mythologie, sauf que dans la philosophie, le principe est nommé, et le principe matériel est nommé après les principes de mouvement qui font qu'on passe de l'unité à la multiplicité pour revenir à l'unité. Dans le mythe, c'est plus complexe, c'est-à-dire que Hésiode, c'est plus analytique, il pose 3 divinités au départ. Chaos, c'est-à-dire un vide turbulent, c'est un mouvement. Gaïa, c'est ce qui est la terre, c'est ce qui est ferme, et Eros, c'est l'attirance entre les contraires. Donc il pose ça, donc c'est très logique. Et il construit tout ça à partir de là. Mais on voit bien qu'il veut construire quelque chose comme une unité qui fasse sens. Mais c'est pas une unité de représentation. C'est-à-dire que c'est pas un monde construit en tant que monde un. Ce sont des récits possibles d'actions diverses qui vont produire l'unité. Et ce qu'a fait la philosophie, je pense, c'est de partir du désir d'Hésiode de produire un système du monde, et un système qui permet d'expliquer ensuite la vie humaine. Parce que le grand problème, c'est que d'introduire l'irrationnel dans une construction divine. L'irrationnel, c'est le mortel, c'est l'humain qui est faible. Et ça, c'est toujours le problème des philosophies. Comment réintroduire dans un système l'instance qui le décrit et qui est une instance faible, qui d'une certaine manière n'est pas adéquat à ce que la philosophie pose comme système. Eh bien ça, Hésiode, d'une certaine manière, y arrive, mais justement, par des récits. Et le sens, ce qu'il appelle l'aletheia, la vérité, c'est pas une vérité d'un énoncé. Il n'y a pas de proposition spéculative qui disent tout est un, ou tout est eau, ou tout est feu, etc. C'est simplement la récurrence de séquences dans les histoires qui font qu'on perçoit, l'auditeur par l'oreille perçoit une forme d'unité. Et ce qu'a fait la philosophie, c'est de nommer ces exigences d'unification, à la fois matérielle et les structures. Donc elle nomme. Et la perte est gigantesque. Parce que quand on dit que l'océan est l'origine des choses, mais aussi Gaïa, etc., il peut y avoir un culte à Océan ou un culte à Gaïa, et on s'adresse à Gaïa, et on dit « fais pas ça ». On s'adresse à Zeus, on dit « fais pas ça ». Mais si au lieu de dire l'océan est l'origine des choses, et l'océan on peut le dompter un petit peu, mais il fallait pas trop y aller quand même. Je veux dire, mais on peut négocier avec l'océan. Mais si on dit que l'eau est le principe de toute chose, et on y gagne en clarté rationnelle, mais on ne négocie pas avec l'eau. Donc le monde, on passe d'une interaction d'un jeu à un tu, on passe à une troisième personne. Et du coup, la place de la première personne qui dit cela est perdue. Et c'est là que va s'engouffrer, alors justement, la poésie, le mythe, et la tragédie qui n'arrête pas de citer des savants, des sages, mais aussi des savants. Dans tous les Bourdieu, les Lacan de l'époque sont cités dans les tragédies, quoi. Je veux dire, mais c'est quoi ce que tu dis là? Mais c'est toi qui dis ça. T'as une vérité universelle, mais c'est toi qui dis ça, et le Dieu va te tomber dessus juste après. Explique. Donc on met en cause le fait que le savoir soit construit sur le régime de la troisième personne. Et on réintroduit la première et la deuxième personne. Alors Platon va répliquer, etc. Tout ça. Donc on a un jeu de ping-pong, d'une certaine manière, entre le mythe le mythe qui se philosophise en venant d'Hésiode, d'une certaine manière, et ceux qui s'intéressent, les poètes de mythe, comme Homère, mais les tragiques, qui s'intéressent à l'événement. Qu'est-ce qui se passe quand on dit ça, ou quand on fait ça en fonction de telle valeur? Et à ce moment-là, il y a un destin qui vous tombe dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, donc c'est l'expérience historique. Donc je ne sais pas si j'ai pu répondre.
Oui. Alors, oui, sinon, l'herméneutique. Alors ça, c'est un grand débat, donc avec... mon Dieu. D'abord, est-ce que l'herméneutique de Schleiermacher, c'est la même que l'herméneutique philosophique? Bon, là, il y a Denis Thouars qui est là, qui répondra beaucoup mieux que moi. Bon, je veux dire... Pas ce soir. Mais je veux dire, bon, je peux dire, là je vais parler de moi, c'est pas très bien, je vais pas dire. Moi, c'est vrai, j'adore la philosophie, j'adore en lire. Et je pense que pour comprendre un peu ce qui se passe dans les sciences sociales, il faut lire Kant, la troisième critique, quoi. Donc on gagne énormément en outils, en problématisation avec Max Weber, que Pierre connaît bien, etc. Et Peirce, tout ça, mais pour moi, ce sont des béquilles. C'est-à-dire que je suis incapable de produire un seul concept et je peux utiliser des concepts qui permettent de désubstantialiser les thèses scientifiques. Parce que dans les thèses scientifiques, il y a beaucoup de métaphysique au sens où on pose un donné et on pense déduire de ce donné les moyens ou les aspects de tel ou tel phénomène, de tel ou tel objet. Alors que la pensée moderne pense qu'il n'y a pas de données, justement, tout est processus, procédure, et notamment de communication. Je veux dire, or là, donc, il y a toujours la tentation de revenir à un donné, de refaire de la métaphysique. Et ça, je pense que c'est faire de la philosophie, pour moi, ça sert à ça. Et donc, par rapport à Gadamer ou Heidegger ou Ricoeur, qui quand même parfois ont tendance à figer les cadres dans lesquels on peut interpréter, et c'est là que je me reconnais plus dans ce que faisait Bollack ou Huysmans, et donc Schleiermacher, c'est-à-dire c'est le problème de la singularité du texte. Qu'est-ce qui se passe dans un texte? Un texte n'est pas un énoncé. Un texte, alors là j'ai envie de prendre une image de Beckett. C'est une poussée vers le sens. C'est pas un sens, mais c'est une poussée vers le sens. Comme il dit une peinture, la peinture ça n'existe pas. Avec des tableaux, un tableau c'est une poussée vers l'image. Je veux dire que ça me paraît fort, c'est-à-dire qu'il faut voir ce qu'il y a derrière, ce qui fait qu'il y a texte. Et pour voir, alors ça on peut pas se mettre dans la tête, c'est pour ça que c'est pas l'intention de l'auteur, et pour ça qu'Homère est passionnant, parce que s'il y a quelqu'un dont on peut douter quant à l'existence, c'est bien Homère. Mais je veux dire, il y a un texte. Or, on sait que le texte est composite. J'ai un ami, Charles de Lamberterie, qui vient de découvrir dans l'Odyssée des acrostiches. Donc vous prenez la première lettre, et vous envoyez, il y en a plein. Et ça peut pas être du hasard quand même. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute quelque chose comme de l'écriture qui a dû passer à ce moment-là. Donc c'est un état du texte assez tardif que l'on lit. Et c'est dans les grands trucs, c'est la description de Calypso, etc. Et parfois l'acrostiche dit le contraire de ce qu'il y a dans le texte. Donc c'est quelqu'un qui se marre, quoi. Bon, je veux dire, donc on voit que là le texte bouge, mais l'Odyssée, c'est l'Odyssée. C'est le retour d'Ulysse dans ces conditions-là, de même que l'Iliade, c'est strictement la colère d'Achille, rien d'autre. Et donc on fait tout le mythe de Troie à partir de de ce court événement. Donc là il y a une décision esthétique. Et donc, il y a une décision, alors c'est pas l'intention d'un auteur, mais c'est une décision qui a des conséquences gigantesques dans le réaménagement du matériau mythique. Donc ça fait une œuvre. Et pour reprendre une expression de Marc Delaunay qui est là, c'est l'événement du texte. C'est-à-dire qu'à partir de récits, on construit quelque chose qui est une symbolisation tout à fait particulière, c'est là que les interprétations souvent n'en tiennent pas compte, qui est de type temporel. Il y a une temporalité interne au texte qui n'arrête pas de se redire, de se corriger, les répétitions dans Homère, c'est ça. Ah, je vous ai dit ça dans tel contexte, maintenant je vous le dis dans celui-là, et on se marre. Vous voyez, parce que c'est pas du tout pareil. Donc là, il y a quelque chose qui se passe qui est donc dans la diachronie interne du texte. Il y a une réflexion, et ce qui, après je me tais, c'est une réflexion sans concept. C'est-à-dire c'est une réflexion matérielle. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, super. Merci Pierre. Merci beaucoup. Pierre-Antoine. Merci. Merci beaucoup. J'ai mon micro là. Merci beaucoup. Je précise par rapport à la présentation qu'a faite Rainer Maria tout à l'heure que l'écharpe rouge, c'est l'écharpe d'Yves Bonnefoy que je partage avec Christian Jouot. Donc on la porte une semaine chacun. Et là, c'est pas ma semaine. Mais bon, heureusement, j'ai une autre consolation, c'est d'être avec toi. Donc je suis consolé. Je t'écharpe. Merci beaucoup donc d'être là. Alors je vais peut-être pas poser de questions directes, mais plutôt
plutôt esquisser brièvement quatre mouvements qui sont les mouvements qui m'ont porté dans la lecture de ton livre et d'un peu plus de ton livre, je vais y venir, et quatre mouvements qui seront plutôt en même temps peut-être toute une série d'interrogations que je t'adresserai et auxquelles tu pourras répondre ensuite. Alors, le premier mouvement, c'est le temps. C'est le temps, et je voudrais, à partir de là, peut-être revenir à ce que tu as dit au tout début, quand tu as insisté, ce qui était tout à fait passionnant, sur la manière dont vraiment le travail que tu avais fait à la radio était un travail tout à fait spécifique. Et il me semble qu'il y a quelque chose de cette spécificité que tu as, d'une certaine façon, tenu à garder, et je pense que tu as tenu à le garder parce que ça te portait déjà quelque part dans le cœur du sujet, c'est la question de la reprise. La question de la reprise qui est très frappante, hein, quand on lit le texte. J'en donnerai simplement un bref, par exemple, un bref exemple, page 405, c'est le chapitre sur Clytemnestre, et quand les dieux rôdaient sur la terre, première reprise, hein, qui inaugure chaque chapitre. Il y a très longtemps, en Grèce, Hélène, la belle Hélène de Troie, celle qui a ravagé tant de cœurs virils et tant de vies pendant une guerre de 10 années, avait une sœur, Clytemnestre. Ces deux sœurs, Hélène et Clytemnestre, ont eu des destins très différents, etc. C'est-à-dire une histoire que Pierre a déjà évoquée dans un chapitre antérieur. Et je pense que le fait que tu aies tenu à tenir ces reprises, c'est-à-dire d'une certaine façon à remonter le temps, en faisant de ton livre un livre cercle, hein, qui fait retour à chaque moment sur lui-même, me semble très important par rapport à ce que tu déclares par ailleurs dans ce livre. Et ce que tu déclares, c'est précisément l'histoire d'un temps non linéaire. L'histoire d'un temps non linéaire. Et alors, de ce point de vue-là, il y a je dirais, de micro-circularité. Il y a une infinité de micro-circularités qu'il serait très long de détailler, donc je ne prends qu'un exemple de micro-circularité. C'est lorsque tu parles d'Épiméthée. Épiméthée, le savant tardif, ne voit rien venir. Les humains lui doivent une grande part de leur malheur, tant il a été idiot, imprévoyant. Mais son frère, Prométhée le prévoyant, a su prévenir ou rattraper le coup et faire en sorte que les bêtises d'Épiméthée n'empêchent pas les humains de vivre tels qu'ils sont. Ce petit syntagme a su prévenir ou rattraper le coup, c'est pas la même chose, prévenir un coup et le rattraper. Et donc là, il y a un micro-travail avec le temps, hein, et sur le temps, et des micro-travaux sur le temps, des micro-tissages du temps dans tous ses sens. Il y en a beaucoup. Mais alors, évidemment, le grand tisseur, hein, de ce point de vue-là, c'est évidemment Zeus, hein, tel que tu le définis, page 101, être à la fois le premier et le dernier est un privilège considérable qui suffit à distinguer Zeus. Alors là, je rejoins ce qu'indiquait Brigitte tout à l'heure, de celui qui est le dernier et le premier, parce qu'il est à la fois celui qui a été le premier, qui est le dernier venu et qui avait été le premier venu. Zeus est tout, le début et la fin de la série divine, l'alpha et l'oméga. Il est la limite absolue, dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a rien au-delà de lui. Là, dans ce petit paragraphe, quelque chose plane et habite, me semble-t-il, de son ombre tout le livre, hein, dans cette circularité du temps qui imprègne la figure de Zeus. Mais, par rapport à cela, il me semble que le livre est traversé par une toute autre dynamique, qui sera mon deuxième mouvement. C'est le fait que le temps des dieux parmi les hommes soit donné comme un temps passé, et que l'inscription de ce temps comme temps passé marque très profondément tout ce que tu dis. Et je dirais, alors, il le marque d'une manière plus ou moins manifeste. Alors, la manière la plus manifeste, hein, c'est la manière dont tu ouvres ton livre. Le culte du dieu, les dieux sont en apparence bien morts, partis depuis longtemps.
le culte du dieu Apollon dans son grand temple de Delphes au centre de la Grèce, où il a attiré beaucoup de monde, où des prêtresses en délire ont pendant des siècles donné de nombreux oracles plus ou moins obscurs, a été définitivement fermé par décret de l'Empire romain. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de dieu, il n'y avait plus d'hommes, on ferme. Donc cette fermeture du temple déserté, hein, c'est vraiment ce que tu donnes dès le départ comme une sorte de grand départ des dieux. Et ce grand départ des dieux, tu le nourris progressivement d'une innombrable quantité de faux départs. Mais alors en particulier un faux départ magistral, page 387. Le faux départ magistral, c'est il y a très longtemps en Grèce, il pouvait arriver que les dieux et les déesses en aient marre, qu'ils en aient vraiment assez du comportement des humains. Ces humains très souvent font n'importe quoi, ils ont tendance à se prendre pour des dieux, à se croire tout permis, ils ne respectent aucune règle, aucune pitié. Dégoûtés, les dieux et les déesses décident alors de ne plus intervenir. Ils se retirent dans leur Olympe bienheureux et abandonnent l'humanité à elle-même. Vous vous croyez tout-puissant, vous vous prenez pour des dieux, eh bien débrouillez-vous, on vous laisse. Et puis, ils reviennent. Ils reviennent même une page plus loin. Ils reviennent très rapidement parce qu'au fond, ils ne se décident pas à abandonner les hommes qui, en réalité, ne font qu'encore plus de bêtises une fois qu'ils sont partis. Et donc, ils reprennent les choses en main. Voilà. On sort de la petite histoire familiale et la famille s'élargit à l'histoire mondiale. Et là, on entre dans la guerre de Troie avec Hélène et Clytemnestre. Alors, ce faux départ au fond, me fait lire aussi un très grand nombre d'autres épisodes, non pas comme de faux départs, mais comme ce qui pourrait apparaître comme des faux départs, ou alors comme une forme d'inscription d'un temps passé dans le temps des dieux encore quand ils sont parmi les hommes, c'est-à-dire toute leur transformation. Tous ces dieux, quand ils changent de forme, quand ils se métamorphosent, où sont-ils passés? Alors, c'est pas encore le temps passé des dieux parmi les hommes, mais ce sont des interrogations absolument permanentes sur ce que sont devenus ces dieux qui par d'innombrables ruses prennent d'autres formes. Et de ce point de vue-là, tu as un passage, je trouve, magnifique sur Typhée, lorsque tu dis finalement Zeus foudroie Typhée directement. Typhée s'effondre et provoque en tombant un immense incendie. À l'endroit de sa chute, la terre se met à fondre. Bon, normalement, on ne se relève pas d'un coup pareil. Zeus envoie Typhée chez son père, le Tartare. Il y rejoint les autres dieux que Zeus a vaincus. Mais même foudroyé et enfermé, Typhée continue à être nuisible. C'est désormais la fonction qui lui échoit. C'est de lui que viennent les vents incontrôlables, imprévisibles, qui d'un seul coup, en bourrasques mauvaises, dispersent les bateaux sur la mer ou qui sur terre anéantissent les travaux des champs et les réduisent en poussière. C'est-à-dire ce Dieu irréductible en quelque sorte, méconnaissable, transformé en vent et en bourrasque, mais qui continue, qui véritablement continue de vivre en quelque sorte. Alors, par rapport à cela, il me semble que tu marques dans le livre en même temps une grande rupture. C'est-à-dire un moment où véritablement, d'une certaine façon, c'est fini. Alors il me semble que tu la marques dans deux moments particuliers. Des poètes, écris-tu, informés par les muses, affirment que des déesses et des dieux ont pu apparaître à des mortels, là ou là, au moment où ils s'y attendaient le moins. Mais ces histoires appartiennent à un temps révolu, à une époque pas forcément heureuse, où dieux et humains se fréquentaient encore, se parlaient, se querellaient, faisaient l'amour, entre parenthèses souvent, avaient des enfants ensemble, entre parenthèses parfois. C'était l'époque des demi-dieux, des Achilles, Énée, Bellérophon, Sarpédon, Héraclès. Alors là, quelque chose du départ des dieux, tu l'affirmes comme étant vraiment une sorte de moment, et de moment tranchant, en quelque sorte. Un moment tranchant que tu précises dans un autre épisode, à propos d'Anchise et de la manière dont Aphrodite s'est donnée à Anchise et donc elle en conçoit une grande honte, sans que l'on comprenne bien pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, à cause de cette nuit avec Anchise, l'âge des demi-dieux, des héros, des grandes épopées, des grands mythes est définitivement révolu.
aucun être humain ne peut désormais se vanter d'avoir été aimé ou d'avoir aimé un dieu ou une déesse. Pas plus qu'une divinité ne peut se morfondre d'avoir couché avec un ou une mortelle. Pour l'amour et Aphrodite, chacun chez soi. Donc, deuxième moment de grande rupture. Alors, peut-être que pour essayer et c'est là, c'est un des terrains sur lesquels j'aimerais bien qu'après tu réfléchisses avec nous, c'est le moment, comment se marque finalement cette grande rupture du temps des dieux parmi les hommes comme temps passé. Alors pour essayer d'avancer dans la compréhension de cette rupture, je vais faire comme Zeus, c'est-à-dire que je vais tout à la fois remonter et descendre le cours du temps. Je vais remonter le cours du temps parce que je vais remonter à une émission que tu as enregistrée et qui a été diffusée le 4 mai 2024, mais je vais descendre le cours du temps puisque cette émission et le texte qui en était la source n'est pas encore publié. Donc je me sens parfaitement Zeus là, dans cette déambulation dans les deux cours du temps. Mais alors au-delà de la séduction d'être Zeus évidemment, mais en dehors de cela, pourquoi est-ce que je voudrais passer par cette nouvelle future ancienne émission? C'est parce que c'est une émission dans laquelle tu évoques Babylone au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, et en particulier la grande Genèse babylonienne à travers tout la construction du texte de Bottero que tu évoques avec admiration. Et dans cette grande Genèse, tu fais apparaître ce qu'a été la grande rupture, que tu décris comme la grande rupture. Alors, je vais lire ce passage dans lequel tu écris, après avoir rappelé donc dans cette grande légende babylonienne le moment où, pour en finir avec une sorte de rivalité, de conflit entre de grands dieux et de petits dieux qui travaillent pour les grands dieux et qui finalement en conçoivent une certaine amertume, eh bien, les hommes sont créés, et à partir de là, les grands dieux n'ont plus à tourmenter les petits dieux qu'ils faisaient travailler pour eux. Ce seront les hommes qui travailleront pour les grands et les petits. Et c'est ainsi, écris-tu, qu'a commencé notre véritable existence d'êtres humains. Avec le déluge, on a quitté les fabuleux temps mythiques, on entre dans l'histoire, celle que nous connaissons. Dieux et humains sont séparés, les dieux sont heureux entre eux, et nous, humains, nous travaillons. Mais nous sommes assurés que les dieux ne voudront plus notre destruction, enfin, pas notre destruction totale. Alors, à ce moment-là, tu affirmes avec une grande netteté comment, dans ce moment et dans ce déluge, dans ce grand récit babylonien que tu évoques, tu montres comment a eu lieu finalement cette séparation des dieux et des humains, séparation des dieux et des humains, dont tu fais par ailleurs finalement une trame constante de l'ensemble de ce premier livre, entre les grandes ruptures et puis ces micro-ruptures, ces faux départs, ces transformations, ces disparitions, ces réapparitions. Mais il me semble que dans le travail que tu fais là sur Babylone, tu marques quelque chose d'extrêmement passionnant et que tu as évoqué tout à l'heure. C'est le fait que ce qui différencie fondamentalement les grands récits babyloniens des grands récits grecs, c'est précisément que à Babylone, c'est le déluge. C'est le déluge qui règle son compte à une humanité qui a été considérée comme méritant d'être défaite. Et dans le grand récit grec, c'est la guerre, qui est l'instrument de la destruction. Alors, il me semble que dans ce grand différent que tu installes par le détour, par la grande Genèse babylonienne, par le détour, par cette séparation des dieux et des hommes, puis par ce grand événement du déluge, il me semble que tu oublies quelque chose
si je peux me permettre. Vas-y, je suis à trou. Tu oublies les animaux. Et tu oublies les animaux parce que la seule singularité du grand récit de la Genèse par rapport au grand récit babylonien, c'est que, précisément, dans les grands récits babyloniens ou dans les grands récits guerriers, ce sont les hommes qu'on liquide. Dans le grand récit de la Genèse, on liquide aussi les animaux. Sauf ceux qui sont embarqués par un certain Noé, auquel je vais revenir dans une seconde. Il y a donc là une très grande singularité du récit de la Genèse, et cette singularité du récit de la Genèse va me porter à un quatrième et dernier mouvement, le troisième ayant porté sur les déluges avec ce détour babylonien, quatrième et dernier mouvement qui va me porter à ce qui me faisait travailler constamment en lisant ton livre, c'est-à-dire le problème du polythéisme, d'une certaine façon. Alors, ce qui me fait travailler là, c'est que si je fais le détour par la singularité de la Genèse, je fais aussi le détour par une interrogation, et précisément par rapport aux animaux, une interrogation sur le caractère unique du Dieu de la Genèse. Parce que les animaux sont précisément ceux qui peuvent interroger l'identité à lui-même du Dieu de la Genèse 1 et de la Genèse 2, c'est-à-dire le Dieu qui s'amuse de regarder Adam nommant les animaux et de voir comment il va s'en sortir de cet exercice de nomination, et puis le Dieu de Genèse 2 qui non seulement en sacrifie quelques-uns, mais qui autorise les hommes à les tuer tous. Bon. Là, je m'interroge sur ce Dieu unique. Et alors, mon interrogation sur ce Dieu unique, que j'interroge ici de façon tout à fait barbare, et j'ai absolument conscience du caractère lapidaire de mon propos, mais je le tiens tout de même. Je le tiens tout de même, pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je m'interroge sur le monothéisme du récit de la Genèse, à ce moment-là, je m'interroge aussi sur le polythéisme des récits que tu portes toi-même. Et en particulier, le magnifique passage concernant Athéna, très beau paragraphe hein, que je vais lire, magnifique paragraphe dans lequel tu dis « Nous avons vu 3 visages d'Athéna. Le visage austère, glorieux et triomphant de l'Athéna des images qui se multipliait à l'infini dans les temples, sur les vases, les monnaies, en statues. Le visage ensoleillé d'une déesse qui prenait un bain de midi avec des nymphes, visage lumineux qui devait rester caché aux humains. Enfin, le visage décidé, préoccupé, souvent hargneux, terrifiant d'une déesse en action. Cette déesse savait trouver le chemin du succès, etc. » Ces 3 visages d'Athéna, c'est-à-dire cette démultiplication d'une même déesse, produit, je dirais, une sorte de polythéisme interne au visage et à la construction de la figure d'un seul Dieu qui, du même coup, me porte à bousculer l'un sur l'autre, hein, ce monothéisme qui se sépare et ce polythéisme qui s'intensifie dans la multiplication des visages d'une seule déesse. Et si je le fais, c'est parce que, et je rejoins ici Brigitte Derlon, il y a aussi un magnifique moment sur la liberté, d'une certaine façon, dans l'accomplissement de la puissance de Zeus. Hein. Zeus, c'est le patron, écris-tu. Il décide, il fait l'histoire. L'une des grandes forces de ce mythe, tel que le raconte Homère, c'est de montrer que tout en faisant l'histoire, Zeus ne la domine pas. Il ne reste pas serein, il est emporté lui aussi par elle. Il doit composer avec lui-même, qui est si changeant. Il doit composer avec les autres dieux, avec les mortels qui l'aiment, même s'il doit les mettre à bas. Quel est ce Dieu tout-puissant qui fait que le monde est monde, cohérent ? Homère pose un Zeus double, un Dieu souverain qui veut et qui peut, mais aussi un Dieu qui subit ce qu'il veut et qui en souffre. Dire que tout dépend de Zeus, ce n'est pas réduire la réalité, ce n'est pas la simplifier. Au contraire, c'est faire exploser les extrêmes, les contrastes, la singularité des expériences humaines et aussi divines. C'est leur rendre justice, ne pas les étouffer. La poésie, si elle le veut, c'est faire cela. Ainsi se termine ce chapitre. Ce chapitre qui place le problème de la liberté
de la liberté des dieux et de la liberté des hommes, avec laquelle les dieux doivent composer pour être véritablement des dieux accomplis. Et il me semble qu'ici, alors évidemment, je ne peux pas ne pas me rappeler la formulation d'un écrivain que je continue à beaucoup aimer après le passage des décennies, qui est Jean-Paul Sartre. L'ultime formulation des Mouches, le secret douloureux des dieux et des rois, c'est que les hommes sont libres. C'est une formulation dans laquelle les dieux sont désignés comme un pluriel, mais un pluriel qui inclut le singulier du Dieu unique de la théologie. Et il me semble qu'ici, à nouveau, se trouve posée, à travers ton livre, une série d'interrogations sur l'identification, sur la construction de la figure divine, qui traverse complètement, théologiquement, je dirais, les frontières du polythéisme et du monothéisme. Mais je voudrais, pour finir, suivre encore le fil du déluge, et là revenir peut-être de façon plus frontale aux différents problèmes que vous avez évoqués, Brigitte et toi, c'est la question du mythe. La question du mythe, non pas seulement en tant que le mythe serait contraire par rapport au réel, comme le disait Brigitte, mais aussi le mythe en tant qu'il est contraire en soi-même, qu'il est contradictoire avec lui-même. Et là, tu le réaffirmes, hein, après Lévi-Strauss, mais tu le réaffirmes d'une façon, me semble-t-il, très nette, lorsque tu dis « Une divinité pouvait vouloir à la fois une chose et son contraire. Elle pouvait exterminer les mortels qu'elle disait protéger, elle pouvait défendre l'amour et propager des guerres, demander des sacrifices et les refuser, exiger du sang humain et poursuivre de sa malédiction ceux qui le répandaient. » Cette construction contradictoire, hein, proprement mythique, hein, de la figure divine, il me semble qu'elle combat quelque chose d'autre, une autre figure, qui n'est pas celle du mythe, mais qui serait celle de la fable, en entendant dans le mot fable ce qu'entendait Michel de Certeau, c'est-à-dire tout à la fois ce qui ne peut qu'être raconté parce que ça n'a plus lieu, ou parce que ça n'a jamais eu lieu. Mais si je dis parce que ça n'a plus lieu ou jamais eu lieu, alors là je reviens à une interrogation, à ce qu'était mon interrogation initiale, sur le temps passé des dieux parmi les hommes. Et là je ne suis plus dans la structure du mythe, je suis dans l'histoire d'une fable. Et il me semble qu'entre mythe et fable, dans la question de savoir si les récits du déluge en particulier sont un mythe ou sont une fable, il me semble que cette question, c'est une question qui, d'une certaine façon, traverse l'ensemble des grands récits divins que tu as exposés. Et c'est en ce sens, hein, que je reviens à ma question initiale. Et j'y reviens d'autant plus que, d'une certaine façon, cette figure d'un temps passé des dieux parmi les hommes, c'est une figure commune à tous les dieux, puisque le Dieu chrétien, lui aussi, s'est retiré, il s'est caché. Alors peut-être d'une manière différente de la manière dont les dieux se cachent dans tes récits. Mais enfin, il s'est caché. Il s'est caché, et puis, et là je reviens à mon interrogation sur le moment de la rupture, le moment de la grande rupture, il est mort, mais depuis quand? Dans cette formulation, il est mort, hein, on peut dire, ah tiens, il est mort. Ou bien alors, il est mort depuis l'époque romane, par exemple, comme on le dit parfois. Hein. Donc, cette formulation de la mort de Dieu, Dieu est encore chaud. Ou bien déjà complètement froid. Et de ce point de vue-là, ce temps passé des dieux parmi les hommes, c'est il y a très longtemps. Et puis dans le courant de ton livre, au fond, on ne sait pas s'il y a si longtemps que ça. On ne sait pas s'il y a si longtemps que ça. Et peut-être que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup remué d'une certaine façon, c'est... mais je peux me tromper. Mais il me semble que la seule autre circonstance dans laquelle tu parles de celui qui rôde, ce n'est pas à propos des dieux, c'est à propos de la mort. Et de plus, tu dis, la mort commence à rôder à un moment de tes récits. La mort commence à rôder. Alors je suis évidemment frappé par la manière dont tu
compose avec ces deux manières de rôder, hein, ou avec ces deux figures de rôdeurs, les dieux et la mort. Est-ce que c'est là, d'une certaine manière, l'amorce d'une autre histoire, une histoire de la mort qui rôde comme rôdaient les dieux? Mais je m'arrête sur cette interrogation. Merci vraiment, Pierre-Antoine, donc sur la circularité, ces mini-circularités qui peut être aussi la grande circularité au sens où Zeus est, comme on en a parlé, l'alpha, l'oméga. Donc il y a une forme de clôture qui, d'une certaine manière, se remonnaie, se redisperse. Alors d'abord, une chose dont peut-être que je n'ai pas assez parlé, et c'est le rapport entre ces mythes et le rituel. Donc je ne sais pas bien faire la distinction entre les deux. Je dirais que ce qui est frappant dans le mythe et dans le rituel, c'est que donc, ce sont des événements symboliques qui sont toujours liés au passé. Donc dans un mythe, on parle d'une catastrophe qui a eu lieu. C'est pas comme quand on est dans une assemblée, on se dit comment on va éviter l'invasion des Perses ou la guerre civile, ou etc. Là, on délibère pour une solution à trouver dans le présent pour l'avenir. Dans le mythe, ça a toujours eu lieu. Et on sait comment ça s'est fini, et on rejoue quelque chose qui peut être dramatique, catastrophique, mais qui a eu lieu, qui est clos. Et alors là, il y a aussi un phénomène de répétition, c'est-à-dire que cette clôture que l'on a dans les épopées, dans les poèmes, ou qu'on a aussi dans les rituels, dans les danses, etc. Bon, ça c'est... donc c'est où on a à la fois comment dire, de l'ordre de la réflexion, on a de la logique et de l'illogique, on a du sentiment, on a tout, on a alors là ça fait un peu cuistre, mais j'étais assez frappé en lisant un des derniers gros livres de Habermas qui est absolument illisible, mais quand même je suis tombé là-dessus. Il dit pour comprendre le rituel, il faut utiliser le concept de Beau chez Kant. Bon, c'est-à-dire que c'est le libre jeu des facultés, donc entre l'imagination, la sensibilité et l'entendement, ça va ensemble dans un tableau ou dans la nature, quand on regarde la nature. Et le rituel, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le rituel, c'est de la transe, donc il n'y a pas de réflexion, donc c'est absurde. C'est tout ça ensemble, mais pour un événement passé, donc une libération qui a déjà eu lieu. Donc le fait que ce soit aussi mimétique, c'est une libération. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a tout ça, mais c'est que c'est répétitif. Il faut toujours répéter une récitation de l'Iliade, ou toujours répéter une tragédie, ou un rituel, tous ces rituels hyper affreux qu'on faisait en Grèce, c'était pas ragoûtant souvent, c'était très très sanglant, quoi. Donc ça, il faut répéter, c'est-à-dire c'est jamais fini. On n'en a jamais fini avec le rituel, alors que le rituel parle d'une clôture définitive. Et donc l'Iliade parle de la fin d'un monde, le monde où les dieux et les hommes couchaient ensemble. Et il n'y a pas si longtemps. Ils savaient que l'Iliade, en plus ça a eu lieu à la guerre de Troie, c'est 1200 ou 1300 avant Jésus-Christ, et Homère, il disait, c'est 4 siècles après. Donc c'est très récent en réalité pour eux. C'est pas un passé complètement très très lointain, mais c'est leur antiquité, quoi. Et donc ça c'est aussi ajouté, c'est-à-dire que la circularité, c'est la répétition d'un événement, alors que cet événement, en tant que tel, c'est la fin d'un cycle. C'est ça qui est intéressant. Donc on répète la fin d'un cycle. Ça, c'est quand même fabuleux. Donc dans ce cas-là, il y a une espèce de liberté symbolique énorme. Donc, mais ça veut dire que, comme ils n'avaient pas de philosophie de l'histoire, ces gens, ils ne pensaient pas qu'il y avait une promesse divine qui devait orienter vers un retour du Messie, un retour du Christ, etc. Ça, c'est exclu, ça. Il n'y a que des philosophes qui ont pensé à l'histoire comme cycle. Les poètes, pas du tout. Donc ils se disaient, je répète indéfiniment, donc à chaque festival, l'histoire d'une clôture définitive, clôture qui ouvre le temps historique des hommes, et donc où là on ne sait pas vraiment ce qui va arriver puisque les dieux ne sont pas présents, mais je dois répéter indéfiniment cette rupture. Là on a quelque chose, et ça j'ai peut-être dans ce qu'on appelle maintenant la pragmatique du mythe, j'ai pas assez insisté là-dessus. Donc ça je crois que c'est important, et donc comme les dieux s'en vont, c'est un schéma. Et alors, on peut avoir plusieurs manières de décrire cet événement. Donc, alors, c'était le déluge en Mésopotamie, ça a été repris dans la Bible, mais différemment. Les Grecs connaissaient ça très bien. Donc, c'est de Callion et Pyrrha, mais c'est intéressant, c'est que Hésiode, qui lui parle des âges du monde,
il parle bien de Deucalion et Pyrrha dans ses catalogues de famille, là c'est hyper compliqué, parce qu'en plus ce sont que des fragments, mais il ne parle jamais du déluge. Et Homère n'en parle pas, sauf que quand Achille fait ses derniers exploits, il se bat contre un tsunami. Donc il se bat contre un déluge. Donc, mais le déluge est là, alors là c'est très ironique, là c'est de l'humour d'Homère. Il connaissait les mythes mésopotamiens, tout ça. Il disait, bon bah, on peut faire un déluge, mais là le déluge c'est uniquement pour freiner Achille, il est tellement fort qu'il court trop vite, et donc il va prendre Troie avant l'heure. Donc c'est de l'ironie, ça, mais alors que c'est la description du déluge est fabuleuse, elle est d'une force inouïe. Et donc, ce qui me frappe par rapport à, justement, à ce que tu dis, c'est de dire qu'on a un schème, la fin de l'âge des héros, la fin de l'âge où Dieu et homme mangent ensemble, etc. Et ça n'arrête pas de se déplacer. Et donc, Prométhée, c'est très très tôt, quoi, mais c'est le sacrifice. Alors que dans la famille de Atrée et Thyeste, où les dieux sont tellement horrifiés de ce que, parce que Tantale, donc les ancêtres là, il a voulu prendre la place de Zeus, et donc il a donné à manger aux dieux la chair de son fils. Donc c'est quand même, il n'y a pas pire, parce qu'il avait été invité avant à la table des dieux. Donc il dit, ah vous les dieux, vous êtes bien heureux. Tantale commençait à dealer le nectar et l'ambroisie auprès des mortels. Bon, ça s'est mal vu, mais il a quand même invité les dieux chez lui, dans son petit Olympe, chez lui, dans sa petite montagne, là, et il a donné à manger son fils. Pour dire à vous, ben, vous ne savez pas ce que c'est que l'humanité. Moi, je vais vous dire, c'est la chair humaine que vous allez manger. Alors, les dieux ne se laissent pas voir, sauf Déméter, bon, etc. Et donc, là, c'est-à-dire que c'est un schème, là, c'est important, ça, je l'ai peut-être pas assez dit, c'est pas un événement. C'est un schème. Il faut expliquer la finitude humaine. Et ça, excusez-moi, c'est le problème de toute grande philosophie, quoi. C'est-à-dire, non pas expliquer l'ordre des choses, le monde, la cosmologie, mais c'est qu'est-ce que je suis moi qui essaie de décrire ça alors que je sais que je suis mortel. Je ne suis que l'ombre d'un rêve. Et donc, bon, alors après, c'est un problème coriace pour la philosophie. Et ça donnait le Dasein, toutes ces choses. Et donc, le mythe intègre ça, mais simplement, c'est un module, si on peut dire, qu'il fait bouger en fonction des situations, parce que c'est un modèle de clarification. Et alors, et ça, je ne sais pas si je te réponds pas vraiment, mais c'est donc, donc il n'y a pas de théorie. Alors simplement, on a un texte extraordinaire où c'est Zeus qu'on a marre de l'humanité parce qu'elle pèse lourd, elle fait du bruit, tout ça, et Gaïa en a assez, puis en plus ils sont impies. Alors il dit, bon, ils sont lourds là, c'est tous ces hommes-là, donc tu peux pas me débarrasser un peu. Alors il dit, oui, bah, j'hésite, un incendie avec la foudre, ou bien je fais un déluge. Bon, alors il y a le petit dieu, qui est un petit dieu de rien du tout, qui s'appelle Momos, c'est le dire sarcasme. Moukri qui dit, écoute, ça c'est pas marrant quand même. Fais pas comme en Mésopotamie, je veux dire, c'est pas drôle. Tu fais naître Hélène, la plus belle femme du monde, tu fais naître Achille, le héros le plus grand, le plus fort du monde, ils vont se battre pour Hélène, et donc là, tu auras le même résultat, la même disparition. L'humanité va baisser, et donc au moins ça sera rigolo. Et donc, là, on voit le choix explicite de ne pas prendre une mythologie par ailleurs connue, quoi. Ça, c'est... Et alors, donc là, c'est un déplacement du module, c'est-à-dire c'est un outil symbolique qui permet de penser. Donc c'est pas une histoire humaine dans sa linéarité. C'est ça qui est frappant. On est libre de construire le modèle, la situation de cette crise selon ce qu'on veut dire dans le propos présent. Prométhée, c'est sacrifice et procréation. Montrer que c'est en fait la même chose. C'est la mortalité de la chair, quoi. Donc de la viande qu'on offre ou de la viande qu'on engendre, si on peut dire. Donc et ça, Vernon l'a bien vu. Vernon qui, lui, moi je trouve que Vernon, qui a été un génie de la métaphore, de la mise en rapport de choses qui sont pas du tout liées de manière en apparence, il montre qu'il y a des liens sémantiques forts, et c'est ça qui fait le récit. Je trouve que ça, c'est grandiose, parce que donc là, c'est le côté Lévi-Straussien, si on peut dire, chez Vernon, mais là où il fait plus que Lévi-Strauss, c'est que, du coup, il doit contextualiser. Parce que, par exemple, le mythe des races humaines que l'on a dans Hésiode, on ne l'a qu'une fois dans toute la Grèce. Donc, alors que chez Lévi-Strauss, ce sont des séries. Donc là, il n'y a aucune série, donc on a un unicum. Mais alors, il arrive, lui, à rendre compte d'un événement historique singulier à partir de catégories structurales. Je trouve que c'est un tour de force. On l'a trop négligé, je pense, cet aspect-là, avec une pragmatique qui, à mon avis, est un peu réifiée, où on dit on s'intéresse qu'aux pratiques réelles, bon, peindre un vase, faire un rituel, etc. Bon, alors qu'il faut voir pourquoi sur un vase on peint telle scène et pourquoi on fait un rituel avec telle scène, ça c'est autre chose. Donc je ne sais pas si je t'ai répondu. Alors par rapport au polythéisme, le polypolythéisme, justement, c'est-à-dire que si on dit qu'un
un dieu, c'est une série d'attributs pour une substance, enfin un sujet qu'on ne voit pas. Si on dit Athéna, il y a plein de récits sur Athéna. Alors, c'est pas qu'il soit incohérent, c'est-à-dire qu'Athéna peut devenir érotique, sauf que l'homme qui la voit, pour lui, ça tourne mal pour lui, comme Artémis. C'est-à-dire qu'un dieu, c'est un ensemble de qualités, c'est-à-dire d'expériences possibles qui peuvent être contradictoires, mais dont on sait qu'elles sont reliées à un même individu, qui a une histoire. Athéna est née à tel moment de la tête de Zeus, etc., et pas n'importe quoi. Je veux dire, donc on généralise, c'est-à-dire mais au lieu de dire qu'un individu, c'est la somme de ses attributs, ce qui est impossible. Bon, on peut dire Socrate est mortel, Socrate est grand et petit, etc. Il y aura toujours Socrate en soi ne va pas se réduire à tous les attributs qu'on va dire. Sauf que là, on sait qu'on va parler de quelqu'un qui existe, Athéna. Et ça, d'une certaine manière, c'est rassurant. Alors, c'est peut-être que dans le monothéisme, que je ne connais pas bien, même si je l'ai pratiqué il y a un certain temps, je veux dire, donc on peut avoir plusieurs dieux, mais je veux dire, la Grèce frôle avec le monothéisme. Par exemple, on dit au début de l'Iliade, il y a eu cette colère épouvantable d'Achille qui fait que plein de Grecs ont été dévorés par les oiseaux, etc., et les chiens, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs dans l'Iliade, ça n'arrive jamais, bon, c'est un problème. Ainsi se réalisait la volonté de Zeus. Alors, c'est un coup. On dit, il y a un principe il y a un Dieu unique qui décide de tout ce qui se passe, même ce qu'il y a de plus monstrueux, à savoir cette impiété de laisser des cadavres sans sépulture. Mais alors, simplement, ce Dieu, c'est une case vide. On sait que c'est ça, mais quel est le lien entre cette cause et les faits? On n'en a strictement aucune idée. Il faut 24 chants pour arriver à combler ça. C'est-à-dire que c'est l'inverse d'un principe. C'est pas une arché. C'est pas comme dans la cosmologie, on dit l'eau est le principe de toute chose. Là, c'est complètement différent. Il n'y a pas de déduction. Et donc, c'est par la multiplicité des attributs de Zeus, c'est-à-dire des épisodes qu'on va écouter, où Zeus peut à la fois décider que Hector doit mourir, et quand Hector, dans le passé, il décide ça longtemps avant, parce que Hector, c'est Troie, quoi. Et quand Hector doit mourir, Zeus pleure. Donc il est confronté à sa propre décision. Alors ça, c'est la temporalité, c'est-à-dire que là, on a bien un cercle, mais le Zeus qui a décidé la mort d'Hector, pour une raison que Homère ne dit jamais d'ailleurs, alors qu'Hésiode, lui, ne se prive pas de dire Troie, c'est des méchants, tout ça. Le Zeus qui décide et le Zeus qui réalise, c'est pas le même. Et d'ailleurs, pour ça qu'il doit mettre une balance. Donc qui sera reprise dans l'iconographie chrétienne, la balance pour savoir est-ce que c'est Hector ou Achille qui doit disparaître, mais c'est sa propre décision. Il est confronté à l'objectivité de sa propre décision. C'est pas qu'il décide à ce moment-là. Donc là, il y a un dédoublement. Et alors là, on est on est dans le polypolythéisme, d'une certaine manière. Donc le métapolythéisme, c'est-à-dire que Zeus est un, alors il fait beaucoup plus que tous les autres, et en même temps, il est double. Alors, et par rapport au monothéisme, ce Zeus 1 qui fait l'action de toute l'Iliade et de la guerre de Troie, de temps en temps, il devient semblable à son père Cronos. À ce moment-là, on dit le Chronide, le fils de Cronos, c'est-à-dire le tyran. Zeus qui est le dieu, non pas démocratique, mais c'est le dieu rationnel qui divise les fonctions humaines et divines de manière qui voudrait être stable, c'est le dieu du partage. Et comme vous savez, en grec, le mot qui veut dire loi, nomos, c'est le mot qui veut dire partage. Donc c'est eunomie, c'est pas la bonne loi, c'est le bon partage dans une cité. Zeus règne parce que, contrairement au titan, il a été plus régulier dans le partage. Eh bien, il peut se conduire dans l'Iliade pour mener à son acte, à la fin de ce qu'il vise, de manière tyrannique. Et ça, les dieux le lui disent. Donc il est contraire à lui-même. Donc c'est cette idée que les dieux sont eux-mêmes soumis au temps, donc de manière, il peut régresser, devenir comme son père, ou au contraire, donc d'un seul coup, il réalise vraiment ce qu'il fait. Et sa fille, qui normalement est sa pensée à lui, puisque c'est la fille de Métis, sa fille se trompe très souvent. Et donc Zeus la regarde avec un peu d'ironie, quoi. Donc tu vois, c'est-à-dire que par rapport à la circularité, je dirais que on a bien effectivement alpha, oméga, une circularité, c'est micro-circularité, donc qui veut dire que c'est le même qui revient après avoir été différent, donc dans une espèce de mouvement circulaire dialectique, si on peut dire, mais cela ouvre sur un temps
qui lui n'est pas circulaire. C'est un temps ouvert de l'expérience où les hommes ne savent absolument pas ce qui va se passer. Et ça, je crois que c'est en ce sens qu'il y a une école du temps historique dans l'Iliade, enfin dans Homère, qu'il y a aussi chez Hésiode. Chez Hésiode, il n'y a pas de cycle. L'homme ne va pas revenir à l'âge d'or. Donc ça, c'est définitivement fini, mais il faut qu'il agisse de manière à ne pas sombrer dans un âge de fer qui serait au-delà d'une autre, qui serait l'anarchie et surtout le désordre, la guerre civile. Voilà. On peut éviter ça par le travail, la famille, pas la patrie, non. Bon, donc il faut bien travailler. Alors Homère se dit, bon, c'est sympa, il n'a pas lu Hésiode, je pense, mais il se dit, ce type de pensée, c'est très sympa, mais quand vous êtes face à des tyrans, face à l'âge de fer qui a pris possession de votre ville, comme c'est le cas à Ithaque, avec les prétendants qui sont là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est la boucherie. C'est horrible. Là, je suis en train d'écrire sur le massacre des prétendants, mais c'est abominable, quoi. C'est une cruauté absolue, quoi. Et même ceux qui sont sympas dans les prétendants, ils y passent, quoi. Ils sont tués par derrière. Non, c'est affreux. C'est du sang partout. Il faut nettoyer. Les servantes doivent nettoyer et après on les pend parce qu'elles ont couché avec ceux dont elles nettoient les cadavres. Bon, c'est abominable. La justice. Donc là, il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est que la violence juste. Et Zeus arrête tout ça parce qu'il en a marre. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un temps qui a, je dirais que la rupture, c'est ça le paradoxe. On a du mal, enfin moi j'ai du mal à penser ça. La rupture, l'absence des dieux, c'est répété dans le rituel poétique et dans les rituels. C'est jamais fini. C'est pour ça qu'on y revient. Mais tu le montres très bien dans le livre. Donc... Bon, écoutez, on va remercier encore une fois Pierre et aussi Brigitte et Pierre-Antoine. Je voudrais bien vous annoncer très, très brièvement la suite, bien que ce ne soit peut-être pas nécessaire, parce que depuis aujourd'hui, apparemment, nos séances des voix à chapitre sont annoncées dans Libération. Donc, il suffit de regarder dans Libération pour avoir, disons, prendre connaissance de nos activités ici. Hein. Donc, mais je vous dis que quand même, donc la prochaine, c'est le 25 mars, donc la semaine prochaine, si je vois bien. Sur la revue, autour de la revue Regard Croisé et de son numéro 14, hein, et de l'historienne de l'art et résistante Agnès Humbert. Le 1er avril, donc ça va un peu tac au tac, hein, c'est Irène Théry qui est ici présente. Hein. On a déjà fait nous, mais on va le faire maintenant aussi ici, bien sûr. Hein. Donc sur Moi aussi, hein, la nouvelle civilité sexuelle. Avec aussi deux commentaires. Le 14 mai, on aura un événement autour de Mayotte, hein, le béton et le bambou, hein, autour du roman graphique de Frédéric Julian. Donc vous êtes bien invités de venir. Et bien invité de venir et n'oubliez pas de regarder, de scruter Libération, comme ça vous êtes toujours à la page. Alors on y va, merci beaucoup. Hein.